on attaque tout de suite la première table ronde, ISR Transition écologique, avec 3 invités dont finalement le thème est une vraie spécialité. On va leur poser des questions évidemment sur toute la gestion ESG, rassurez-vous, mais on va aussi leur poser des questions sur le contexte et comment se positionner en ce moment. Nous avons autour de cette table Olivier Ken, qui est gérant action chez Ecofi. Bonjour Olivier. Nous avions Adrien Dumas, qui est Equity Portfolio Manager chez Mandarine Gestion, et nous avons Alban Probert, qui est analyste gérant ISR chez Sycomore. Bonjour messieurs, est-ce que vous allez bien? Bonjour. Très bien, merci. Merci Stéphane, tout va bien. Bon, super. Alors, pour commencer, on va parler finalement du contexte, parce qu'on est dans un contexte plutôt favorable de marché, en tout cas ces 15 derniers jours. On est nombreux à penser que c'est à la limite peut-être de l'emballement. Quelle lecture on doit avoir de la réaction des acteurs financiers et quelle approche vous conseillez, messieurs, par rapport justement à notre thème aujourd'hui de l'ISR et de la transition écologique? Est-ce que finalement, les nouvelles cartes données par les grandes nouvelles macro, géopolitiques, etc., rebattent notre analyse et notre approche à nous, CGP? Olivier, je te lance. Est-ce que les valeurs ESG aujourd'hui sont-elles toujours d'actualité? Bonjour à tous. Oui, on pense qu'elles sont toujours d'actualité, on pense qu'elles le sont plus que jamais. Je commencerai par mentionner le fait que si on se concentre sur le E, donc l'environnement, les valeurs globalement liées à l'environnement et aux énergies renouvelables surperforment, et ce depuis 18 mois. Donc pré-Covid, c'était déjà le cas. La principale raison est une raison économique, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans 75% des cas, les énergies renouvelables sont compétitives avec les énergies fossiles. Donc on a eu une forte accélération de l'installation et donc de la croissance pour les acteurs. Pour ce qui est de 2020, le secteur a à nouveau surperformé, à la fois à la hausse comme à la baisse. Ce pour 2 raisons. La première est liée à l'annonce au début d'année de ce fameux Green Deal de la Commission européenne, qui a comme objectif, comme vous savez, d'atteindre net zéro émission 2050. Net zéro émission 2050, on estime que ça implique un doublement de l'installation d'énergie renouvelable sur la période. La deuxième raison, qui est plus récente et qui est liée finalement à cette crise du Covid et au choc sans précédent sur l'économie, c'est le plan de relance qu'on a appelé le Recovery Plan de 750 milliards d'euros qui va être investi pour relancer l'économie et qu'on a souvent qualifié à juste titre de relance verte de l'économie, en se focalisant sur les énergies renouvelables, le transport propre, comme les voitures électriques ou hydrogène. Voilà un peu les 2 drivers, selon nous, de la performance de ces thématiques. Donc finalement, on a un environnement qui était déjà présent et on a déjà une attractivité de ce dont on parle. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu penses qu'il peut y avoir une accélération sur ces sujets? J'imagine que oui, hein, j'enfonce une porte ouverte par rapport évidemment au plan de relance et tout ce qui s'est dit, rappelé hier par notre président d'ailleurs en demeurant. Je pense pour 2 raisons. D'abord pour les chiffres, parce que je mentionnais, net zéro émission, il faut multiplier par 2 les capacités de Ouais, c'est renouvelables. énorme. Ensuite, il y a le volet hydrogène vert. Sans rentrer dans le détail, on a besoin d'énergie renouvelable pour produire de l'hydrogène vert. Donc si on ajoute les ambitions sur l'hydrogène, on remultiplie par 2 les capacités. Donc ça veut dire que sur les 30 prochaines années, les capacités de renouvelables en Europe vont être multipliées par 4. Donc c'est pour nous une formidable opportunité d'investissement. Par ailleurs, on a pas mal fait le parallèle pendant cette crise du Covid entre le risque sanitaire et le risque climatique. Donc je pense que ça accentue encore l'intérêt à la fois des gouvernements, mais aussi des sociétés et des investisseurs sur ces thématiques. Donc je pense que oui, il y a un engouement, mais je pense que l'intérêt pour cette thématique devrait rester et perdurer. J'imagine, Alban, qu'on fait le même constat sur ce positionnement chez Sycomore. C'est vrai qu'au moment du lancement du fonds Sycomore Éco-Solutions dédié à la transition écologique énergétique, c'était il y a 5 ans, il y avait des constats qui étaient vraiment alarmants sur l'environnement. Près de 12 millions de personnes décèdent chaque année en raison de la dégradation de l'environnement, donc c'est évidemment bien plus que le 1,3 million de morts liées à la pandémie depuis le début de la Covid-19. La pollution de l'air aussi, qui tue près de 500 000 nouveau-nés chaque année. On a tous entendu parler du jour du dépassement, la fameuse date à partir de laquelle l'humanité consomme plus de ressources naturelles que la Terre ne peut en renouveler. Alors même si cette année, cette date elle a reculé de 3 semaines grâce entre guillemets au confinement pour s'établir au 22 août, c'est évidemment toujours très alarmant pour la santé de la planète. Ces constats, ils sont vraiment de plus en plus partagés à travers le monde. Et je pense que la pandémie, elle a justement renforcé cette prise de conscience générale. Les gouvernements eux-mêmes ont pris conscience de l'urgence. Et c'est vrai que Olivier parlait du Green Deal en Europe. Il y a également cette même ambition de carbone neutralité au Japon qui a été annoncée en 2050, au Canada il y a quelques jours, 2050 également, en Chine aussi, un peu plus tard, 2060. Donc il y a le plan de relance en France, il y a des élections US évidemment aux États-Unis
avec l'élection de Joe Biden qui devrait encore accélérer le momentum autour des valeurs vertes. Donc voilà, tous ces éléments sont évidemment très favorables pour les thématiques vertes, pour les actifs verts qui sont en plus des actifs assez rares. Donc on voit logiquement, alors pas que depuis le début de l'année, mais effectivement depuis pas mal de trimestres maintenant, une concentration des flux vers ces actifs rares. Donc les stratégies vertes ont eu des bonnes performances évidemment ces derniers temps. Et il y a tous les éléments, tous les ingrédients, effectivement, pour que ces thématiques d'investissement continuent de surperformer dans la durée, parce que voilà, la transition énergétique est en marche et elle est loin de s'arrêter. Donc, au-delà de la profondeur, entre guillemets, du thème qui n'échappe à personne, a fortiori en 2020, Alban, toi, tu dis que le fait qu'il y ait de plus en plus de prise de conscience, et puis d'accélération un peu quelque part de la prise de conscience, il va y avoir des flux, finalement, alors qu'il n'y a pas forcément plus de technologie, d'industrie ou de valeur disponible. C'est ça que tu es en train de dire. Donc, il peut y avoir aussi un effet simplement de flux. C'est important, ça. Alors, il y a des flux, effectivement, ils sont énormes. On les voit arriver vraiment alors dans ces fonds, mais également donc sur ces compagnies. À la fois des flux des marchés, mais également on voit les entreprises qui essayent d'acquérir des nouvelles technologies. On voit un acteur même comme Total qui part de loin, mais qui fait des acquisitions dans le secteur des énergies renouvelables, dans le stockage de l'énergie avec SAP il y a quelques années, dans la distribution d'électricité un peu moins carbonée avec Direct Energy, SunPower avec les panneaux solaires. Donc tous ces grands acteurs aussi s'intéressent évidemment aux actifs verts, aux sociétés qui apportent des solutions à l'environnement. Et tout ça, c'est évidemment très porteur pour la thématique. Ouais, c'est une vraie mutation, ouais, une vraie mutation. Adrien, est-ce que ta vision rejoint celle d'Olivier et d'Alban? J'imagine que oui, parce que chez Mandarine, bah, c'est un vrai sujet en ce moment, l'ISR. Est-ce que tu as un élément complémentaire à nous apporter? Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est international? Comment tu vois ça? Bonjour Stéphane, oui effectivement je partage complètement ce qui a été dit. C'est une thématique structurelle de long terme qui effectivement a toute sa place dans une allocation et dans une construction de portefeuille. Nous, ce qui nous semble très intéressant effectivement, c'est que ce sujet il est en train de dépasser l'Europe, il est en train de s'étendre de manière internationale et ça nous permet nous en tant qu'investisseurs de pouvoir accompagner des leaders sur des technologies qui sont un peu plus diversifié que ce qu'on trouve en Europe. Donc effectivement, nous avons lancé un fonds chez Mandarine qui s'appelle Mandarine Global Transition il y a un peu plus d'un an maintenant, qui adresse ce sujet et qui cherche à accompagner les leaders de cette thématique. C'est très intéressant parce qu'effectivement, il a été mentionné le fait qu'il y ait beaucoup de plans de relance à travers la planète qui favorisent la transition écologique énergétique. Nous, on considère aussi que c'est un moyen pour chacun de ces pays de rebattre les cartes sur l'échiquier mondial en termes de leadership technologique. La volonté de la Chine d'investir massivement dans la transition écologique énergétique, c'est à la fois répondre à un sujet de santé publique, premièrement, puisque vous savez que les Chinois souffrent particulièrement de la pollution, mais c'est aussi accélérer le développement d'industries, de technologies qui vont permettre aux leaders chinois progressivement d'obtenir des leaderships mondiaux et de déployer leurs solutions et leurs technologies à l'international. Donc voilà, dans un fond, il nous semble aussi intéressant d'avoir une approche internationale du sujet parce que malheureusement, le dérèglement climatique n'a pas de frontières et qu'on voit bien que ce souffle qu'on a constaté en Europe depuis 8 mois maintenant, il est en train de se déplacer à travers le monde. La Chine, c'est assez évident. Adrien, je partage ton avis parce qu'en plus, on voit bien qu'ils sortent de tout ça peut-être un peu plus tôt que les autres industries. Tu as un œil aussi sur les États-Unis, le fait que finalement ce soit un gouvernement entre guillemets démocrate. Ils vont peut-être revenir sur les décisions du président Trump de sortir en fait finalement de la cause internationale pour le climat. C'est important aussi de surveiller les US là-dessus. Oui, tout à fait. Ce sont des signaux forts entre donc l'élection de Joe Biden, qui a effectivement un programme aujourd'hui très ambitieux sous l'angle climatique. On parle de 4 000 milliards de dollars investis sur les 10 prochaines années, avec aussi un fléchage très identifié sur la décarbonisation de certaines industries. Donc, il y a une vraie volonté politique. Alors après, il va falloir voir si le Sénat sera démocrate et donc ce qui lui permettrait d'aller assez vite pour déployer ce plan d'investissement. Ce qui est sûr, c'est que la nomination de John Kerry en tant que conseiller spécial sur le sujet climatique, c'est aussi une vraie affirmation de la volonté, une vraie crédibilisation du sujet climatique dans la politique américaine. Et puis surtout, il ne faut pas sous-estimer que chacun des États en dessous de l'État fédéral américain a déjà matérialisé des politiques. On pense souvent à la Californie ou à d'autres pays de l'Ouest américain qui sont déjà très avancés sur ces sujets et qui continuent de mettre en place des politiques favorables à la transition écologique énergétique.
Très bien, merci beaucoup Adrien. Justement, comment vous analysez les possibilités à venir dans les prochains mois? Comment on doit, nous, CGP, aborder tout ça? C'est-à-dire, en fait, on sent, évidemment accéléré par la crise sanitaire, on sent qu'il y a une rotation en ce moment dans les modes de gestion. Alors, on va pas rentrer dans le détail, parce que ça pourrait être un très long débat. Alban, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que finalement, on reste chez Sycomore convaincu qu'on ne bouge pas de notre façon de gérer jusque-là l'ESG, l'ISR, qui est une vraie spécialité chez vous, ou est-ce qu'on garde quand même un œil maintenant, à fortiori ces 15 derniers jours, sur les bonnes vieilles valeurs, soit value, soit croissance, selon ce qu'on estime comme type de rotation? Je pense que ce serait dangereux de changer de Je stratégie. rigole. Ah non, mais c'est évident, hein. Évidemment, on est à l'écoute des marchés, c'est important. Donc bien sûr, il y a pas mal d'optimisme, hein, qui est arrivé avec toutes ces bonnes nouvelles, notamment autour des vaccins. Et il y a certains secteurs qui effectivement redeviennent à nouveau investissables dans ce contexte. Mais toutefois, il faut quand même faire attention, hein. C'est vrai que attention à l'excès d'emballement, c'est vrai qu'on sortira pas indemne de cette crise. Les niveaux d'endettement, bien évidemment, la crise sociale a été déjà latente avant la pandémie, risque d'exploser encore plus fort en sortie de crise. Donc voilà, et attention aussi aux sociétés qui n'auront pas fait les efforts d'adaptation, parce qu'on faut rappeler aussi qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle pandémie dans le futur, hein. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des secteurs qui ont bondi très fortement ces derniers jours. On peut penser aux pétrolières, évidemment, auxquelles elles étaient très en retard. Pour autant, est-ce que sortir de la crise sanitaire remet en question le développement des énergies renouvelables et la décarbonisation du secteur de l'énergie? Je ne le pense pas, hein. On verra dans les prochains trimestres, j'en suis convaincu, que les objectifs de capacité installée des développeurs d'énergie renouvelable, qui sont continuellement revus à la hausse, continueront d'être revus à la hausse. Donc nous, ce qu'on essaye surtout de faire, hein, c'est finalement d'être assez agnostique à la rotation sectorielle. On ne veut pas changer de stratégie, on veut continuer à investir dans des belles sociétés qui ont une vision long terme, qui ont des belles perspectives de croissance durable, alors qu'elles soient identifiées comme des valeurs cycliques ou comme des valeurs de croissance par le marché. Finalement, ça nous importe peu. Mais voilà un petit peu notre vision. Très bien, très bien. Donc, pas d'optimisme BA, ça c'est clair. Mais en revanche, comme tu le rappelais tout à l'heure, enfin comme vous le rappeliez tous les trois, il y a vraiment des choses à faire sur le secteur, donc c'est pas la peine, je pense, de le rappeler, mais on reste sur les fondamentaux. Merci Alban. Adrien, comment est-ce que tu vois ça, toi? Est-ce que même chose dans un fonds qui finalement se positionne? Est-ce qu'on regarde quand même à court terme s'il n'y a pas deux, trois petites choses à faire avant de mettre en place les piliers fondamentaux dans le temps? Oui, alors je partage ce qu'Alban vient de dire. On essaie surtout de garder la vision long terme, et c'est un sujet de vraie croissance structurelle, donc on essaye de garder cette vision-là. Après, j'en conviens, et c'est plutôt notre positionnement aujourd'hui chez Mandarin, d'un point de vue tactique, d'avoir un portefeuille un peu plus équilibré en termes de style et de niveau de cyclicité. À horizon 6-12 mois, oui, ça fait peut-être sens. Après, ce qui est intéressant dans l'approche et dans l'estimation de la rotation, c'est que c'est un sujet qui est finalement principalement européen. Quand on constate ce qui s'est passé sur les marchés globaux, la rotation est beaucoup moins importante pour plusieurs raisons. D'abord parce que les taux sont négatifs en Europe, là où ils sont plutôt dans les territoires positifs dans le reste du monde. Je rappelle, en Chine, le 10 ans, c'est 3,15%. Donc, un scénario de reflation n'a pas beaucoup d'impact en fait sur le scénario des taux, et donc n'a pas beaucoup d'impact sur la rotation sectorielle sur ces zones géographiques. Et puis l'autre élément, je pense qu'Alban l'a déjà mentionné, c'est que le sujet de la transition écologique énergétique, finalement, il est transverse à beaucoup de secteurs et notamment à beaucoup d'industries. Donc cette thématique-là, finalement, elle peut s'extraire un petit peu de ce sujet cyclique versus défensive ou value versus croissance, parce qu'en fait, comme c'est un sujet vraiment transverse, on peut adapter les portefeuilles en fonction des scénarios et garder toujours cette vision long terme sur une thématique de croissance qui a tout à fait son sens dans une allocation. Donc c'est un peu tactique quand même. J'imagine qu'il y a une petite approche quand même de se poser la question. Et excuse-moi, j'appuie là-dessus, mais c'est tentant finalement. Quand tu n'as pas un feedback de plusieurs années, une stratégie qui est affichée, qui est connue, etc., tu pourrais à un moment donné te poser cette question. On est d'accord de se dire, est-ce que finalement, je peux pas plus facilement faire jouer les jauges? Par exemple, mes positionnements régionaux entre l'Asie, l'Europe, etc. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Est-ce que déjà ça a bougé, en particulier sur le fonds que tu gères au quotidien? Oui, complètement. Sur Mandarin Global Transition, sur les 6 derniers mois, on est passé d'une exposition Europe à plus de 60%,
à moins de 30% aujourd'hui, parce qu'effectivement, cette dichotomie dans les marchés européens, elle a favorisé particulièrement effectivement les valeurs de qualité et de croissance bien exposées sur la thématique climatique, notamment parce que vous l'avez mentionné, il y a eu beaucoup de flux sur un nombre de valeurs peut-être un peu restreint. Et ça, c'est des mouvements qu'on n'a pas du tout vus ni sur les marchés américains ni sur les marchés asiatiques. Et donc, on a des opportunités d'investissement, des écarts de valorisation importants entre une entreprise asiatique et son comparable européen de l'ordre de 20-25%. Donc, on a pu effectivement, de manière un peu plus opportuniste, rebalancer nos expositions géographiques pour favoriser des acteurs asiatiques ou des acteurs américains où le souffle est tout aussi important, mais pour l'instant ne s'est pas encore matérialisé dans la surperformance ou dans les valorisations de ces titres. Ouais, donc c'est intéressant parce que ça nous permet de garder un œil et donc de se dire que finalement tout n'est pas figé, ça c'est important. Olivier, est-ce que pour toi c'est un vrai sujet de discussion parce que chez Ecofi, il y a aussi un très fort ADN ESG, ISR depuis très longtemps. Est-ce que ça a été un sujet de discussion, cette potentielle rotation et potentiellement quelques opportunités à saisir quand même? Oui, bien sûr, on peut pas, comme l'a dit Alban, on peut pas rester à l'écart de ce qui se passe sur les marchés. Donc, on en a bien sûr discuté. Après, je dirais que donc on a effectivement, particulièrement en Europe, cette rotation vers la value contre la croissance. C'est pas la première, c'est certainement pas la dernière. Quand on regarde sur les 10-15 dernières années, en moyenne, ces rotations ont duré à peu près 4 mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle durera peut-être un peu plus longtemps en Europe parce que l'écart, à la fois en termes de performance et de valorisation de ces deux pôles, est très important. Donc, ça peut durer. Après, pour ce qui est de notre stratégie, elle ne change pas. Globalement, elle ne change pas. Pour une raison assez simple, c'est que d'abord, on fait l'investissement thématique, on se concentre sur la croissance durable et surtout, on se concentre sur les business models. Très honnêtement, l'arrivée d'un vaccin est bien sûr une très bonne nouvelle pour tout le monde et pour l'économie. Après, je ne suis pas certain que ça résolve les problèmes de business model de certains secteurs, de certaines sociétés. Donc, on pense que voilà, il y a à court terme effectivement une amélioration et un nouveau souffle pour un certain nombre de secteurs. Voilà, sur le moyen terme, je doute plus. Par ailleurs, en revanche, ce qui est vrai, c'est que l'arrivée du vaccin va permettre la sortie des confinements et donc une reprise économique. Donc à cet égard, tactiquement, on s'est réexposé au sein de nos thématiques aux acteurs les plus cycliques. Donc ça peut être dans l'équipement automobile, ça peut être dans l'efficacité énergétique, parce qu'on pense qu'avec ce vaccin, on aura une reprise qui, selon nous, est peut-être même sous-estimée par pas mal d'intervenants l'année prochaine, en 2021. Donc oui, tactiquement, on s'est réexposé, mais encore une fois, ce n'est pas dans une optique de rotation sectorielle, c'est pour jouer une reprise de l'activité économique. Donc on est bien d'accord, il n'y a pas là-dedans de stratégie, j'utilisais le terme tout à l'heure de tactique financière. Là, c'est important ce que je te dis, tu confirmes bien, enfin tous les trois, mais comme c'est Olivier qui a la parole, tu confirmes bien que on garde quand même des fondamentaux d'approche, c'est-à-dire que même si une entreprise ou une de vos cibles est très tournée sur le thème qu'on traite aujourd'hui, ISR, transition écologique, tu gardes finalement le même cahier des charges, c'est important de le rappeler. Tout à fait, parce qu'en fait, pour nous, le grand risque à la sortie de cette crise, enfin pendant cette crise, était que la question énergétique et globalement ESG soit reléguée au deuxième plan. C'est-à-dire qu'on est face à une grosse crise économique. On aurait pu penser, on aurait pu se dire que finalement la priorité ne serait plus celle-là. Ça a été le cas en 2008. Donc il y avait ce risque. Finalement, on se rend compte que non seulement ce n'est pas le cas, mais qu'en plus, ces questions sont utilisées comme outil de relance budgétaire. Donc non, ça ne change absolument pas notre stratégie et notre positionnement. Bon, après, il faut être honnête, je pense que le lien n'échappe à personne entre une crise sanitaire et un problème de climat ou un problème finalement écologique quand même. Il faut garder un œil là-dessus. Je pense que 2008-2009, on était dans une crise financière, donc évidemment, à ce moment-là, les budgets R&D, développement durable, sont coupés. Là, ça n'échappe à personne qu'à un moment donné, il y a un truc qui ne va pas, il faut se protéger. Ok, merci. Alors messieurs, déjà 2/3 de notre temps imparti est passé. Alors merci pour ces analyses, parce que moi j'ai toujours besoin d'éléments précis de réflexion, parce que ça me permet comme ça de pouvoir avoir des éléments pour mes clients. Je vais vous demander, pardonnez-moi le terme, de vous mouiller un peu quand même, parce que les auditeurs repartent avec quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on met comme fond en avant chez vous aujourd'hui, ou peut-être un mode de stratégie si vous voulez parler de plusieurs fonds, mais comment on l'intègre aussi évidemment dans cette tentation dont on parlait avec Olivier, parce qu'évidemment nos clients en ce moment, ils veulent tous soit de la nouvelle technologie, soit de l'intelligence artificielle, et puis là dernièrement, ils voulaient toutes les valeurs, les anciennes valeurs croissance qui sont devenues plus ou moins des valeurs value.
alors que par exemple les avions chez Air France sont cloués au sol et qu'Air France fait quand même 30%. Adrien, évidemment, Mandarin Global Transition, si j'ai bien compris, évidemment. Oui, tout à fait, Stéphane. Effectivement, c'est effectivement le fond qu'on met en avant parce que je pense qu'on en a parlé pendant les 20 minutes précédentes. C'est une vraie thématique de long terme. Donc, accompagner les entreprises qui contribuent à la transition écologique et énergétique, le faire de manière internationale, ce qui permet vraiment d'aller chercher les leaders dans leur pays, là où ils sont. On parlait tout à l'heure des États-Unis, il y a des vrais savoir-faire, notamment dans le recyclage et le traitement des eaux, par exemple. En Europe, on va plus se concentrer sur les énergies renouvelables ou l'efficience du bâtiment. En Asie, on va trouver toutes les chaînes de valeur autour du solaire ou du stockage d'énergie, des batteries électriques. Donc voilà, avoir une vision globale nous semble vraiment intéressante pour diversifier et accompagner les leaders de cette transition écologique énergétique. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une thématique qui souffre très peu de la rotation. Donc, ça vous permet aussi de garder la vision longue et de pouvoir investir de manière assez sereine en fonction des évolutions de style ou de niveau de cyclicité. Et puis, moi, je pense que dans une allocation thématique, un fonds qui adresse le fil de la transition écologique énergétique, c'est très diversifiant parce que tu l'as mentionné, Stéphane. Aujourd'hui, les fonds thématiques sont très centrés autour des secteurs de la santé ou de la technologie. Voilà, je le redis, la transition écologique énergétique, ça concerne tous les secteurs. Notre fonds Mandarin Global Transition, il a une grosse exposition, par exemple, industrielle. Et donc, du coup, dans une allocation globale, ça vous permet vraiment d'avoir une vraie diversification et ça contribue effectivement à une meilleure allocation de votre poche thématique. Donc voilà, notre fonds, le Très fonds qu'on met en rapidement avant, pour c'est Mandarin Global Transition. Très rapidement pour l'historique, Adrien, l'idée c'était quoi? C'était chez Mandarin, vous avez remarqué ou vous avez suivi depuis des années des valeurs et dont vous avez vu éventuellement des éléments de transition et vous vous êtes dit ça vaudrait peut-être le coup de se pencher spécifiquement là-dessus. Oui, tout à fait. C'est un sujet qui anime déjà pas mal de nos fonds actions européennes qui sont durables et qui ont déjà obtenu des labels et qui intègrent des sujets environnementaux. Et on s'est dit, pour aller plus loin, pour mieux comprendre ces dynamiques, lançant un fonds dédié au sujet, ça nous permettra effectivement de mieux comprendre le sujet, mieux l'adresser, et puis surtout le faire à l'échelle internationale pour bien comprendre toutes les chaînes de valeur et identifier là où sont les leaders et les savoir-faire. Ça c'est très intéressant. Merci beaucoup Adrien. Olivier, qu'est-ce qu'on fait? Ecofi agir pour le climat ou pas seulement? Est-ce que tu peux nous parler un peu Alors, de ton bien sûr. approche et de ton conseil? Bien sûr, je mettrai deux fonds en avant. Alors, effectivement, bien sûr, puisqu'on est dans le sujet Ecofi Agir pour le climat, qui est un fonds qui, lui, pour le coup, investi en Europe, qui permet de jouer les leaders européens, parce que c'est vrai qu'on est sur l'environnement, on l'a mentionné, on a aujourd'hui des leaders européens, que ce soit dans l'éolien sur terre, l'éolien en mer, l'hydrogène. Donc ça permet de jouer ces leaders qui auront, selon nous, leur rôle à jouer dans la mondialisation, on va dire, de cette thématique. Par ailleurs, il s'inscrit également bien dans la thématique, dans les thématiques dont on parle, ESG, puisque le fonds est à la fois, donc il y a 3 labels, un label Greenfin, donc pour l'environnement, il est ISR comme tous nos fonds, et il est également solidaire. Après, je mettrai également en avant un fonds, je mettrai ensuite en avant un fonds global, Ecofi Enjeux Futurs, puisque comme l'a mentionné Adrien, effectivement aujourd'hui les thématiques ESG dépassent les frontières européennes. On voit que cette thématique gagne de l'attraction un peu partout, aux États-Unis, mais également en Asie. Et donc, ce fonds qui investit à l'international permet d'identifier ce qui nous semble être les leaders, bien en termes de pratique, ou bien en termes de technologie, ou en termes de part de marché. Donc là, avec ce fonds, on va pouvoir capter ce potentiel sur tous les continents. Voilà, Ecofi Agir pour le climat et Ecofi Enjeux Futurs. Alban, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça y est, on t'entend à nouveau. Donc, effectivement, chez Sycomore, j'ai forcément envie de pousser également le fonds thématique sur l'environnement, Sycomore Éco-Solutions, que je gère avec Claire Abadi. Donc un fonds qui a fêté ses 5 ans cette année, donc avec de belles performances cette année, plus 19% depuis le début d'année, qui surperforme également l'indice sur un horizon 3 ans et depuis sa création sur un horizon 5 ans. Donc voilà, on a beaucoup investi chez Sycomore sur ce fonds, sur la méthodologie notamment, au travers d'une métrique d'impact qu'on a développée, qui s'appelle la NEC, Net Environmental Contribution, qui vise à pouvoir mesurer l'impact environnemental positif ou négatif de chacune des activités au sein des compagnies de notre univers d'investissement. Donc voilà, c'est un indicateur qui nous semble vraiment clé dans la section de valeur au sein de ce fonds, puisque
Ça nous permet non seulement de prendre en compte l'empreinte carbone, l'enjeu environnemental qui est le changement climatique au travers de l'empreinte carbone, mais pas que. C'est vrai que l'empreinte carbone a ses limites et du coup, on arrive également à prendre des autres enjeux environnementaux tels que l'eau, la réfaction des ressources, la qualité de l'air, la biodiversité, etc. Donc, c'est vraiment une métrique fondamentale pour nous dans la section de valeur, qui est évidemment complétée par notre approche holistique ESG au travers de notre méthodologie SPICE, qui repose sur la conviction qu'une société ne crée de la valeur de manière durable que si elle partage cette valeur avec l'ensemble de ses parties prenantes. Donc l'environnement évidemment, mais également les fournisseurs, les clients, les investisseurs bien sûr, puisque nous sommes investisseurs, et la société civile. Donc voilà pour le fonds Éco-Solutions. Et si j'ai droit à un petit joker, je mettrai également en avant le fonds Sycomore Sélection Midcap. Pour ceux qui nous connaissent bien, c'est l'ancien fonds Synergie Smaller Company, dont on a réinternalisé la gestion pour le labelliser ISR également. Durant l'été. Donc voilà, on a été un petit peu prudent depuis 2 ou 3 ans sur les mid-cap au sein de Sycomore. Et c'est vrai que les performances ont été difficiles au cours des 2 dernières années. Cette année, les small caps sont plutôt en ligne avec les performances des large caps, et donc il y a un rattrapage potentiel à venir. Voilà, on a pas mal d'éléments en faveur d'un rattrapage des small caps. Messieurs, voilà, 30 minutes quasiment. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais évidemment, tous nos auditeurs peuvent se tourner vers vos équipes de sales pour avoir des éléments complémentaires. Évidemment, s'abonner à vos pages LinkedIn et autres pour interventions et vos partages. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, bon vent dans cet environnement. Mais je pense que vous avez des belles choses à faire dans vos secteurs. Et nous, on va attaquer la nouvelle table ronde.